Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Bonjour, bon lundi, bonne semaine. Flambée de l'insécurité, cherté de la vie, pour ne pas dire inflation, crise au niveau des parcs industriels, crise au niveau de l'OAVCT, grève des enseignants, manifestations, les yeux sont rivés sur l'exécutif. Et pour cause, le président est le garant de la bonne marche des institutions. Ces phénomènes sont là et existent. On attend des réponses et on voit rapidement le président Jovenel Moïse. Ce matin, pour parler de tous ces points, ce matin, pour apporter des réponses à certains questionnements, certaines questions, le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, aussi conseiller en communication, est avec nous. Et pour réaliser l'émission, Luc Nergaro est avec moi, Georges Allen. Bonjour Georges. Bonjour Luc Ner, bonjour à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de Radio Télémétropole et bonjour au porte-parole de la présidence. Bonjour et Georges, bonjour Luc Ner, bonjour à toutes les auditrices, toutes les téléspectatrices, tous les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Comme d'habitude, c'est un réel plaisir d'être avec vous. Lucien Jura, porte-parole et conseiller en communication. Vous représentez ce matin le président Jovenel Moïse. Le président était en voyage durant le week-end. Je vais commencer par là. Georges, oui. Un voyage de 3 jours. De 3 jours, du 15 au 17. Le président a rencontré Mike Pence, vice-président des États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'un tel voyage? Il était surtout question pour le président de la République de participer à ce sommet sur l'investissement. Vous savez, aujourd'hui, quand on considère l'état de notre économie, il n'y a pas d'autre planche de salut pour nous que les investissements massifs. Et là, il faut compter non seulement avec le secteur privé, mais avec tous les investisseurs et les amis de l'international également, pour promouvoir le secteur des affaires en Haïti. Donc le président avait effectué ce voyage pour répondre, pour participer, disons mieux, à ce sommet sur l'investissement organisé par la Chambre haïtiano-américaine en Floride. Et c'était l'occasion pour lui également de s'entretenir avec le vice-président américain, comme vous l'avez dit, Mike Pence. Avec le vice-président américain, il était question pour le président de la République de faire ressortir ceci. C'est vrai que l'aide américaine nous est très précieuse aujourd'hui, elle nous est très importante. Cependant, le virage que veut prendre Haïti aujourd'hui, sous mon administration, ce qui nous paraît le plus opportun, c'est cet accompagnement des États-Unis dans le cadre de la mise en place des structures pour pouvoir accueillir les affaires. C'est vrai que depuis plusieurs années, nous recevons beaucoup de support de l'international. Il nous vient en aide, il nous accompagne. Cependant, un pays qui se veut souverain, un pays qui veut résoudre ses problèmes économiques ne peut pas tout le temps dépendre de l'international. C'est ce qui fait que vous avez pu constater que le président de la République a dit que nous ne voulons plus être une destination pour l'aide internationale aujourd'hui, mais de préférence une destination pour l'investissement. Comment pouvez-vous nous aider? C'est en nous accompagnant dans la mise en place des structures pouvant favoriser ce cadre propice aux affaires, notamment un cadre sécuritaire. Par exemple, depuis plusieurs années déjà, les États-Unis sont à nos côtés au niveau de la police nationale dans son renforcement, mais également en accompagnant les autorités en place. Et c'était ça le message fondamental du président de la République, auquel message le vice-président a répondu favorablement pour voir dans quelle mesure Haïti pourrait sortir de cette situation très difficile dans laquelle elle se trouve depuis plusieurs années déjà. On va certainement retourner sur le voyage du président de la République en Floride, mais dans vos propos, vous avez dit que le président ne veut plus qu'Haïti soit la destination de l'aide internationale, mais selon certains observateurs, 4 mois depuis que Jovenel Moïse est au pouvoir, il laisse l'impression qu'on fait du surplace encore, du tâtonnement. Quelle est la position de l'exécutif à cette question? C'est une impression et vous l'avez souligné, et nous devons prendre cela pour ce qu'il est. Il faut considérer la configuration d'ensemble de l'administration Moïse.
Nous parlons de 4 mois d'accession au pouvoir du président de la République pour un gouvernement qui vient tout juste d'avoir 3 mois. Il était extrêmement important pour le président de la République de se doter d'un gouvernement parce que toutes les promesses de campagne qu'il a faites, il n'aurait jamais pu les matérialiser lui-même. Si on regarde la Constitution, c'est au creuset d'un gouvernement que cela se devait de passer. Et il a vite fait, avec tout ce que cela comporte, pour avoir un gouvernement. Maintenant, le temps de prendre possession des lieux, je parle du gouvernement, il fallait que les ministres fassent une évaluation, un état des lieux, un inventaire, ce que le gouvernement a mis environ 1 mois à faire. Donc, concrètement, l'administration Moïse n'a que 1 mois et demi depuis qu'elle est opérationnelle. Et là encore, avec quel budget? Vous avez vu, il y a un cadre méthodologique qui a été créé avec les feuilles de route pour les ministères, fini avec les improvisations en veux-tu, en voilà. Là, nous nous fixons des objectifs clairs à travers les feuilles de route et pour chaque ministère. Mais faut-il, là encore, aller voir du côté du budget de la République ces feuilles de route en fonction des priorités que l'administration Moïse s'est fixées? Eh bien, ces feuilles de route, pour devenir concrètes, se doivent de s'appuyer sur un budget de la République qui n'est autre que celui de l'administration précédente. Du coup, il fallait qu'on passe par un budget rectifié, la rectification du budget qui, aujourd'hui, est encore pendant par devant le Parlement de la République. Donc, si vous avez l'impression qu'il y a du surplace, je vous dis que ce n'est qu'une impression parce que, nonobstant ces contraintes matérielles, si vous allez chercher du côté, par exemple, des démarches qui sont entreprises pour que les services publics soient plus proches possible de la population, là je parle des centres de réception et de livraison des documents d'identité, si vous allez chercher, par exemple, du côté de la caravane du changement aujourd'hui qui est en activité, mais ce n'est pas au lancement de la caravane que vous allez pouvoir voir les résultats. Il faut un temps de battement, les retombées positives, sans oublier ce qui se passe au niveau de l'administration publique. Un gouvernement qui à peine a pris fonction devait gérer, mais dans l'immédiat, cette crise au niveau du système scolaire haïtien. Il y a le système sanitaire aussi, les grèves qui étaient suspendues sur la tête de l'exécutif actuel au niveau du secteur de la santé, que dire du secteur du textile. Donc il fallait aborder tout cela à la fois, alors qu'il y a les mises en place qui se font dans le contexte actuel du budget qui est en passe d'être voté, du budget rectificatif qui est en train d'être voté par le Parlement. Nous disons que le moment présent est celui des mises en place pour que le décollage effectif arrive, un décollage qui n'arrivera pas effectivement tant que nous n'aurons pas un budget qui nous soit propre en fonction des objectifs que le président de la République lui-même s'est fixé. Vous parlez de grève, Lucien Jura, de manifestation ou de tentative de manifestation, mais est-ce qu'au niveau de l'exécutif, vous êtes conscient qu'il y a tout simplement, je dirais, un amortissement et qu'un jour ou l'autre, les manifestations, les grèves peuvent refaire surface, ressurgir? C'est comme une bombe à retardement. Voilà. Moi, je crois que si l'on tient compte de tous les paramètres que je viens d'évoquer, l'administration du président Jovenel Moïse a ce mérite que d'avoir pu étouffer, si vous voulez, entre guillemets, ces tentatives de manifestation ou de grève. Parce que quand nous parlons de 2800 enseignants nommés dans le système éducatif, qui n'ont pas pu être rémunérés jusque-là, ce n'est pas durant les 4 mois d'administration du président Jovenel Moïse que ces enseignants ont été nommés quand même. Quand nous parlons des problèmes au niveau du PSUGO ou encore des problèmes des enseignants de l'école normale, l'État est un tout indissociable. L'administration du président de la République est consciente de la gravité de l'heure. Il faut qu'elle prenne charge. Elle ne veut pas prendre pour prétexte de n'avoir pas été à l'origine de ces problèmes. Son devoir est d'apporter les corrections nécessaires. Mais maintenant pourquoi avoir attendu un demi-mot pour dire quoi, plus exactement, à Georges, pour dire que vous parlez de bombes à retardement. Nous prenons pour acquis que jusqu'à présent, l'administration fait de son mieux avec les maigres ressources disponibles pour trouver des solutions pour le moins consensuelles en attendant qu'on arrive aux solutions
durable. Et je suis certain qu'à partir du prochain exercice fiscal, eh bien, on partira sur de nouvelles bases qui nous permettra de mieux aborder certains virages. J'allais vous dire, Lucien Jura, si le budget rectificatif était aussi important, pourquoi avoir attendu 2 mois avant de présenter le budget au Parlement? Écoutez, nous en revenons au contexte de prise de pouvoir. Le président de la République est arrivé quand même en février. Il lui a fallu 1 mois et demi environ pour arriver à la formation du gouvernement. Ce gouvernement, une fois installé, devait faire un état des lieux, et c'est à partir de cet état des lieux qu'il allait pouvoir rédiger ce budget rectificatif. Et fallait-il encore tenir compte de la problématique de la hausse du carburant? Là, il fallait négocier, car c'est en fonction des prévisions aussi qu'il fallait faire. Et si l'on tient compte de ce qu'il y avait comme déficit, de ce qu'il y a présentement comme compensation, jamais on n'aurait pu arriver au terme de l'année fiscale avec les déficits qu'on avait. Donc, il fallait prendre un peu de temps. Ce n'est pas que ce n'était pas important, mais il fallait qu'on tienne compte des différents paramètres pour mieux aborder la question. Vous ajoutez une question. Au sein du gouvernement, Lucien Jura, est-ce qu'il y a une cohésion? Je ne parle même pas de vraie cohésion, mais de cohésion tout court, quand on sait que les différents ministres sont issus de différents secteurs, la grande majorité proposée par des parlementaires. On pourrait même dire que ce n'est pas le gouvernement de Jovenel Moïse. De Jovenel Moïse, à proprement parler. Écoutez, pour ce que j'ai moi-même d'expérience, quelle que soit la chapelle politique à laquelle un ministre pourrait appartenir, mais dès qu'on fait partie d'un gouvernement, il y a le principe de la solidarité en général qui prévaut. Et certes, dans certaines circonstances, on s'est assisté à des cas où l'on parle de super ministres qui ne reçoivent pas d'ordre d'un chef de gouvernement, etc. Mais dans le cas précis de l'administration Moïse, aujourd'hui, il y a un chef de l'exécutif et un chef du gouvernement. Et le chef du gouvernement a le contrôle, si vous voulez, de l'ensemble du gouvernement. Et l'esprit de solidarité existe aujourd'hui, que ce soit en conseil des ministres ou en conseil de gouvernement. C'est un gouvernement très solidaire, conscient des enjeux, des défis de l'heure. Et c'est un gouvernement qui est prêt à saisir le taureau par les cornes pour relever le défi. On présente l'exécutif. Alors, quand on parle de l'exécutif, on parle d'un Jovenel Moïse trop proactif et d'un Jacques Guy Lafontaine effacé. Est-ce que vous êtes conscient de cet aspect-là? Alors, c'est votre constat à vous, peut-être? Alors, on voit Jovenel Moïse partout, c'est en tout terrain, et Jacques Guy Lafontaine, on ne l'entend presque pas, et on a l'impression qu'il est éclipsé par Jovenel Moïse. Je ne parlerai pas d'éclipse du Premier ministre. Il y a que le président de la République s'est donné pour responsabilité, durant 3 jours de la semaine, d'être à Port-au-Prince et 3 jours pour être dans les villes de province, voir comment ça se passe, notamment avec la caravane qui est le bébé chéri du président de la République. Et vous savez combien les projecteurs aujourd'hui sont braqués sur la caravane. Un président qui, en semaine, fait toujours et constamment, régulièrement, des visites d'exploration, d'évaluation de la caravane. Il y a les caméras qui le suivent partout. Eh bien, on pourrait avoir cette impression qu'il n'y a que le président qui bouge. Mais écoutez, la gestion du gouvernement, ce n'est pas au président de la République qu'elle incombe, c'est au Premier ministre. C'est lui qui fait tourner la machine gouvernementale, bien évidemment sous le leadership du président de la République, qu'on voit bouger beaucoup. Il est dans l'Artibonite, il est dans le sud parce que son bébé chéri, qui est la caravane, il veut s'assurer notamment qu'à chaque pas, qu'à chaque étape, eh bien, ça aille véritablement dans le sens de sa vision politique. C'est une approche qui est critiquée. J'ai envie de dire. Pardon? C'est une approche qui est critiquée, l'approche 3 jours à Port-au-Prince et 4 jours en province. Et quand on est dans un contexte d'austérité, on estime que le président... Trop de déplacements. Ouais. Bon, quand on parle d'austérité, je ne vois pas trop le rapport avec les déplacements du président de la République. Les déplacements, ça a un coût. Écoutez, faisons le rapprochement. Combien de déplacements à l'étranger le président a-t-il fait dans l'intervalle? Avec quelle délégation? Pour quelles dépenses? Là, au niveau de l'administration du président Jovenel Moïse, il sera toujours question de ce qui est utile et indispensable. Ces visites
constante, répétée dans la vallée de l'Artibonite, c'est pour s'assurer que la caravane est effectivement en train de suivre la voie telle que lui, il l'a conçue dans sa tête. C'est pour s'assurer même s'il y a un ministère porteur du dossier, mais avoir l'œil du maître. Comme on dit, ça ne peut pas déranger. Et vraiment, moi qui suis au cœur des événements, je ne vois pas véritablement où il y aurait brèche qui irait à l'encontre de la politique d'austérité prônée par le pouvoir en place. C'est la question de vérification des travaux sur place. Que le président laisse travailler les maires, que le président laisse travailler les ministres, que le président laisse travailler les délégués de ville, est-ce que ces critiques ne font pas, les directeurs généraux, est-ce que ces critiques ne font pas écho au Palais national? Ils font leur travail. Le président n'a pas quand même l'ambition de se substituer à ces autorités. Au contraire, quand il fait ses déplacements, c'est l'opportunité pour certaines de ces autorités de le voir, de se mettre avec lui pour voir comment on peut regarder de l'avant. Mais non, jamais, jamais. Le président de la République l'a toujours dit, il est un homme foncièrement institutionnel, il est pour le renforcement des institutions aujourd'hui, il n'a pas l'intention de se substituer aux autorités élues ou nommées, il est là pour s'assurer que tout aille dans le bon sens, voilà, c'est ça. La caravane est un aspect dans un secteur, agriculture, mais il y a tout le reste qui doit fonctionner. Est-ce que le président a du temps pour les autres questions essentielles, si on laisse de côté l'agriculture et la caravane? La caravane a pour champ, fondamentalement, l'agriculture. Mais la caravane n'est pas que ça. Je prends un cas de figure, par exemple. Là, très bientôt, au début du mois de juillet, la caravane prendra la direction du Grand Sud. Mais quand on va, par exemple... C'était pas en juin que cela devait se faire? C'est prévu pour le 1er juillet. C'est prévu pour le 1er juillet. On y revient, j'espère. Oui, la caravane qui ira dans le Grand Sud à partir du 1er juillet, mais tiendra compte non seulement des potentialités agricoles du Grand Sud, mais également des potentialités touristiques du Grand Sud. Donc, à chaque zone, ses spécificités, la caravane intervient, c'est une grosse machine de développement, dirait-on, mais avec pour dominante, bien évidemment, l'agriculture. Et au niveau de la vallée de l'Artibonite, déjà, nous pouvons dire que les premiers résultats sont très satisfaisants entre les objectifs que le président de la République s'était fixés. Je parle des 197 km de canaux d'irrigation ou des 87 km de canaux de drainage, des 100 km de pistes agricoles ou 50 km de berges de canaux d'irrigation. Je peux vous dire que hormis les canaux de drainage, où aujourd'hui il y a environ 45 km de canaux de drainage à avoir été curés, eh bien, on a largement dépassé les prévisions. Et on parle aujourd'hui, au lieu de 197 km de canaux d'irrigation, on va aller bien au-delà. Pour les pistes agricoles de 100 km prévues, on atteindra la barre des 200. Et pour les berges des canaux d'irrigation, là, on est à plus de 200 sur les 50 prévus, pour vous dire que la caravane suit son cours et dans le bon sens aujourd'hui. Pour rester dans la caravane, Lucien Jurat, bon, aujourd'hui à l'émission, nous sommes bien obligés de faire écho des critiques de Luc Nergaro, parce qu'on a la chance de vous avoir comme porte-parole de la présidence. Il y a des habitants de l'Artibonite particulièrement qui croient que le président Jovenel Moïse aurait mieux fait de réactiver, de réanimer l'ODVA plutôt que de lancer cette caravane. Est-ce que ces critiques, vous les entendez? Des structures qui existent déjà. Oui. Écoutez, nous comprendrions mieux ces critiques, c'est s'il y avait une volonté d'effacement de l'ODVA ou d'affaiblissement de l'ODVA. Non, mais ils se demandent pourquoi cette duplication? Il n'y a pas de duplication. Il y a une démarche de renforcement. Laissez-moi vous dire, en 1997, quand le président René Préval est arrivé avec son projet de réforme agraire dans l'Artibonite, la production de riz a connu une hausse substantielle de plus de 20 tonnes de 20 à 30 tonnes, de 20 000 à 30 000 tonnes supplémentaires de production.
ce qui avait un impact sur le PIB, un impact des plus positifs. En 2013-2014, le président Michel Martelly a fait un coup de projecteur sur la vallée de l'Artibonite aussi. Ça nous a permis de passer à plus de 20 à 25 000 tonnes de production supplémentaire. Aujourd'hui, avec une augmentation de 4,3 du PIB, et aujourd'hui, avec la démarche du président de la République, on projette d'avoir, rien qu'à la fin de cette année, bien évidemment, en tenant compte du facteur de l'eau, des engrais, des moyens de production, etc., des semences, on devrait atteindre la barre de 40 000 à 60 000 tonnes. Pour vous dire quoi? Si il y a un intérêt majeur qui est porté vers l'agriculture, nous pouvons arriver à solutionner beaucoup de problèmes au niveau économique. Mais les structures qui sont là, elles ont leurs faiblesses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se retirer totalement et permettre à ces structures qui n'ont pas la possibilité de pouvoir d'elles-mêmes nous permettre d'atteindre les objectifs de le faire quand même, ou de leur venir en aide, en support? C'est ce que le président de la République a fait aujourd'hui. Quand à l'ODVA, il a adjoint par exemple le CNE, le ministère de l'Agriculture, et il y a des membres du secteur privé aussi qui viennent en support à la démarche, eh bien, que l'on prenne toutes les ressources disponibles pour les mettre, bien entendu dans le cadre du secteur en question, pour les mettre au service de l'agriculture, ça ne devrait pas, en principe, poser de problème dans la mesure où ça vient renforcer aussi l'ODVA aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui va rester, Lucien Jura? La caravane, là je parle des matériels, les 200 équipements qui sont disponibles dans l'Artibonite, ils vont quitter l'Artibonite pour se rendre dans le sud. Mais qu'est-ce qui va rester concrètement dans l'Artibonite pour pérenniser ce travail? Merci. Tous les équipements ne vont pas laisser l'Artibonite. Dans un peu moins d'une dizaine de jours, la grande majorité des équipements prendra la direction du Grand Sud. Mais il restera ce que j'appellerais des équipements embryonnaires dans l'Artibonite pour continuer le travail. Car et la première phase de la caravane que nous appelons l'opération Coup de poing, qui vise à mettre en activité pas moins de 32 000 hectares de terre, ça ne va pas s'arrêter là. Il y a une autre phase qui est la phase de structuration des entreprises rizicoles. Là, à côté des travaux d'irrigation, de drainage, de canaux, etc., des pistes agricoles, il convient de mettre ensemble les différents agriculteurs, les propriétaires terriens, à chaque fois que les propriétaires terriens se mettent ensemble pour réunir pas moins de 500 hectares de terre. Là, nous parlons d'un bloc de production. Là, on retrouve l'État qui vient pour accompagner ces producteurs en leur permettant de former leurs propres entreprises. Aujourd'hui, nous avons 9 blocs de production, ce qui nous fait environ 4500 hectares de terre qui sont prêtes à pouvoir être mises en valeur avec l'accompagnement de l'État, avec des prêts au niveau du crédit agricole, tout cela pour permettre une plus grande production de riz dans la vallée de l'Artibonite. Nous allons laisser la question pour la seconde partie de l'émission, mais j'avais envie de vous demander, Lucien Jura, qui font fonctionner la caravane? Nous laissons la réponse pour la suite. Parce que il y a pas mal de gens qui se perdent. Et particulièrement les opposants, bon, si on a encore... Ils se perdent parce qu'ils ne prennent pas suffisamment de temps pour écouter Métropole. Ils ne comprennent pas véritablement dans un instant, ils ce qu'est la caravane, ce concept-là, comment fonctionne la caravane. Dans un instant après la pause, je présume, s'ils sont encore avec nous, ils comprendront mieux. Tout à fait. Oui, Garo, à vous de lancer la pause. Merci Georges. Lucien Jura est avec nous ce matin. Il est porte-parole de la présidence et conseiller en communication. On essaie de faire le point sur certaines questions brûlantes de l'actualité. On a parlé du caravane, on a parlé de la gouvernance jusque-là. Et après la pause, on va continuer sur certains autres points importants. Restez avec nous, on sera de retour dans quelques instants. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. La question se pose et on essaie d'avoir les réponses ce matin avec le porte-parole de la présidence et conseiller en communication, Lucien Jura, et avec moi, Georges Allen pour cette émission. Avant la pause, Lucien Jura, on parlait de la caravane. Caravane de changement, c'est son nom. Vous avez parlé d'une quantité de terres irriguées
et de pistes agricoles. Mais avant hier encore, un proche du pouvoir, et Evans Paul, il était là, il appréhendait ce qu'il pourrait appeler la montagne accouche d'une souris. Beaucoup de dépenses pour la caravane et qu'en est-il des résultats? Donc certains attendent le président à ce carrefour. Et combien de temps faudra-t-il attendre pour avoir les retombées? Alors, quand nous parlons de beaucoup de dépenses, c'est très relatif. Très relatif. Quand nous parlons de 197 millions de gourdes pour l'Artibonite, pour la première phase, avec notamment les équipements qu'il fallait réparer. Là, nous parlons de 200 équipements. Si on devait en acheter de nouveaux, je me demande si 197 millions suffirait. Avec tous les employés, pas moins de 500 aujourd'hui qui sont au travail, avec leur per diem, avec une mise en commun des ressources, que ce soit au niveau du ministère de la Défense, au niveau du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Agriculture ou encore du ministère des Travaux publics. Moi, je dis que quand on dit 197 millions de gourdes, si on tient compte de certains paramètres, je ne vois pas comment on peut arriver à dire que la caravane, c'est beaucoup de dépenses pour ce qui, jusqu'à présent, est présenté au peuple haïtien. Mais en termes de production, Lucien Jura, on passera à combien après ces travaux? Merci. Aujourd'hui, alors il faudrait que je sois très clair pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous consommons en Haïti pas moins de 500 000 tonnes de riz par an. Et de ces 500 000 tonnes, nous produisons en moyenne 80 000 tonnes. Donc la différence, les 420 000 tonnes, nous les importons. Avec cette démarche du président de la République pour, alors je dois préciser, pour environ 14 000 hectares de terre en activité. Avec cette démarche du président de la République, de son administration, nous devrions dans un premier temps passer de 14 000 hectares de terre en production à 32 000. Pour les 32 000, d'ici la fin de cette année, nous devrions avoir une production, une augmentation de la production qui devrait avoisiner les 60 000 tonnes, rien que pour cette année. Donc on était à 80, on va passer à 140. On devrait, mais il faut tenir compte aussi des aléas. Il y a la météo, il y a la température, il y a le climat, tout ça. D'autant qu'on est en saison cyclonique. Nous vous dirons que amener l'eau jusqu'aux terres est un élément de la démarche. Mais il y a, par exemple, la problématique de l'engrais. L'État aujourd'hui doit obligatoirement subventionner l'engrais. L'engrais coûte cher. Hein? L'engrais, aujourd'hui en moyenne, c'est autour de 1700, 1800 gourdes. Il faut que l'État intervienne pour faciliter l'accès à l'engrais aux paysans. Et ce n'est pas tout. Il y a la question des semences également. Les paysans, quand ils récoltent, ils mettent de côté une partie de leur récolte qui va par la suite servir de semences. Là, aujourd'hui, avec un gouvernement comme le gouvernement taïwanais, on est en train de voir comment mettre l'engrais, les semences à la disposition des paysans sous forme de subventions également. Et il y a cet accompagnement aussi au niveau de la production agricole pour que nous arrivions à une certaine mécanisation de l'agriculture. C'est tous ces facteurs combinés qui doivent nous projeter vers les 60 000 en tenant compte, bien entendu, des aléas et des risques. Ceci dit, si les mises en place sont faites, et comme je le disais un peu avant la pause, la caravane qui ne va pas laisser l'Artibonite tout de suite, mais qui va y rester encore un peu pour continuer avec les autres axes, et si ça se passe dans tous les départements, il n'y a pas de raison que pour les 5 prochaines années, telles que les projections sont faites, nous passions non seulement de 32 000 hectares de terre en activité à pas moins de 50 000, mais également que nous nous rapprochons le plus possible de la barre des 500 000 tonnes que nous importons aujourd'hui, ce qui aura, mais vraiment de manière très positive, un impact sur l'économie haïtienne. Le 1er juillet, la caravane
quitte l'Artibonite et se rend dans le sud, les projecteurs ne vont plus être braqués sur l'Artibonite. Le président ne pourra plus effectuer sa visite. Il pourra toujours. Alors, pas aussi fréquente que cela se fait maintenant. Mais en termes de compétences techniques, ou encore en termes de, je dois dire, de politique et réelle pour que ces efforts puissent être pérennisés. Donc, qu'est-ce qui a été fait en ce sens pour éviter que ce qui est arrivé au Psugo, le programme du président Martelly, n'arrive à la caravane? Vous savez, les infrastructures agricoles que nous avons dans l'Artibonite aujourd'hui, elles datent du président estimé. Et le président Jovenel Moïse, lui, agriculteur de son État, lui qui est entrepreneur agricole, qui a palpé du droit le problème, est très conscient que le fait d'intervenir aujourd'hui, de tout laisser tomber sans qu'il y ait une certaine maintenance, c'est carrément se laver les mains et se les essuyer par terre. Là, aujourd'hui, la consigne est claire. Il y a cette opération coup de poing dans l'Artibonite. Dans un premier temps, permettre que les paysans aient accès à l'eau, à l'engrais, aux semences, qu'ils aient la possibilité d'avoir des équipements pour moderniser l'agriculture pour qu'on aille plus rapidement. Mais le plus important, c'est que la caravane doit demeurer dans l'Artibonite. Car aux premières averses... Avec pour meneur. Pardon? Avec pour meneur ou pour chef qui? Non, mais c'est le ministère de l'Agriculture. Outre le président, c'est qui est sur place pour veiller au fonctionnement de la caravane? Le ministère de l'Agriculture est le ministère porteur du projet. Bien entendu, sous l'œil vigilant du président de la République. C'est lui, quand même, l'instigateur, c'est lui qui en a eu l'idée, c'est lui le visionnaire. Mais là, il y a un ensemble de cadres, de techniciens qui accompagnent le ministère de l'Agriculture dans cette démarche. Et ces techniciens, ce sont eux qui sont à pied d'œuvre aujourd'hui, que ce soit dans la vallée ou dans des bureaux climatisés également, pour projeter sur le Grand Sud avec des visites permanentes aussi et une présence constante sur le terrain. Je pourrais vous citer quelques-uns, mais ne me revient tout de suite à l'idée que le nom de l'ancien ministre Jacques Thomas. Mais ils sont au moins une dizaine aujourd'hui à faire partie de cette structure. On reproche à nos administrations d'aimer improviser. Vous voyez, le Psugo, c'était intéressant, c'était lancé par le président Martelly, tout le monde y croyait. Regardons où on est aujourd'hui. On a chanté les funérailles du Psugo, en quelque sorte. Maintenant, la caravane Lucien Jura, est-ce qu'il y a un document? Est-ce que ça fait partie d'une politique globale? Est-ce que le prochain président va devoir continuer assurer la continuité, ou encore le président peut, s'il le veut, balayer d'un coup de main cette initiative? Permettez que je fasse un zoom back pour dire que, tout d'abord, le Psugo n'est pas mort. Le Psugo est bien vivant parce que là, nous parlons d'accès à l'éducation pour les enfants, d'accès gratuit à l'éducation. Il se trouve qu'à l'origine, il y a eu certains problèmes, je dirais d'ordre structurel au niveau du Psugo, des problèmes que l'administration actuelle est en train d'aborder. Et c'est pour cela qu'il n'y a toujours pas de contrat pour l'exercice 2016-2017 avec les enseignants, parce qu'il faut effectivement, aujourd'hui, que les écoles existent pour faire partie du Psugo, il fallait aller vite et bien sous l'administration Martelly, mais la vitesse l'a peut-être emporté sur la nécessité de prendre en compte tous les paramètres. Et il y a eu des balbutiements. Vous dites que c'était mal fait? Non, il y a eu des balbutiements. Il ne faut pas le nier. Et le président de la République, quand il est arrivé, quand il vous a dit, écoutez, moi je suis venu pour corriger, pour innover. S'il parle de correction, c'est parce qu'il est conscient que quelque part, il y a eu matière à corriger. Et là, aujourd'hui, l'administration Martelly ne peut pas se targuer de n'avoir pas commis quelques erreurs d'approche dans le Psugo. C'est ce qui nous vaut les problèmes d'aujourd'hui. Pardonnez-moi, Luckner, je vais poser une question. Hein. Je pense que vous alliez poser une question. Non, il a pas faire le rapprochement. Oui, pour la caravane. Ce que je voulais dire, le Psugo n'est pas mort. Disons qu'il y a un temps qui est pris pour sa structuration. Et son principal problème a été ce que j'appellerais l'absence de cadre légal. Le FNE a été proposé au Parlement sous l'administration Martelly il y a plusieurs reprises. Malheureusement, le Parlement n'a jamais voté cette loi. Et qu'est-ce qui va être différent pour la caravane, Lucien Jura?
aujourd'hui, il y a un cadre légal qui est prévu pour la caravane en dehors de la structure formelle qui est à pied d'œuvre. Et vous, journalistes, vous allez avoir cette possibilité justement, quand je vous ai dit qu'il y avait une structure opérationnelle qui travaille dans des bureaux climatisés aujourd'hui, il y avait des acteurs sur le terrain également, c'est pour qu'il y ait un cadre formel d'atterrissage de la caravane pour que ça ne s'en aille pas avec le président de la République, mais que nous puissions avoir ça comme fondamental, comme acquis pour la République, parce qu'une démarche qui vise à renforcer l'agriculture pour nous permettre de devenir autonomes au niveau de la production, faire d'une pierre deux coups, renforcer l'agriculture et résoudre une partie des problèmes économiques, nous pensons que c'est une démarche noble et qui mérite d'être embrassée par n'importe quel gouvernement. Et c'est cette démarche de structuration qui est en train d'être faite aujourd'hui. Très bien. Maintenant, laissons passer la caravane Oui. pour aborder un autre sujet. Je suis tenté par l'envie de vous demander, Lucien Jura, qu'est-ce qui diffère l'administration Jovenel Moïse de l'administration Martelly? Bien placé pour la question, parce que vous avez aussi des porte-parole. Vous êtes porte-parole. Nous parlons quand même d'une administration qui a fait son œuvre, son temps. Nous parlons de l'administration Martelly, c'est quand même 5 ans. Et nous parlons d'une administration qui est encore à sa genèse. Okay. Qu'est-ce qui diffère les débuts? Les débuts, tout d'abord, le président Martelly est arrivé au pouvoir sans parlementaire véritablement qui soit acquis à sa pose. Et vous avez vu ce que cela lui a pris comme temps pour se doter d'un gouvernement. Au rebours de l'administration Martelly, le président de la République est arrivé avec une majorité au niveau du Parlement et dans pas moins d'1 mois et demi, déjà, il avait son gouvernement. L'autre avantage qu'a le président de la République, que l'administration Martelly n'avait pas, c'est qu'il peut quand même glaner parmi certaines ressources humaines qui ont servi sous l'administration Martelly, qui connaissent déjà les couloirs de l'administration. Il peut compter sur cela. Et je dirais aussi, le président de la République a ceci, que celui-là même qu'il a désigné pour être là où il est en tant que chef de l'État, est toujours à sa disposition et qu'il peut non seulement bénéficier de ses conseils, mais également faire un zoom sur ce qui, quand nous parlons de correction, c'est parce que quelque part, le président Martelly est passé par certains endroits, qu'il a eu des succès et des échecs, ou des échecs teintés, ou des succès teintés, qui aujourd'hui doivent servir d'exemple au président de la République pour ne pas commettre les mêmes erreurs, pour ne pas faire les mêmes balbutiements, pour ce qu'il a considéré comme étant des acquis, pour qu'il puisse continuer à les renforcer. Je crois qu'il y a tout ça aussi. Et puis la différence fondamentale, c'est que le président Martelly est le président Martelly, avec sa vision du développement programmée à travers les 5 E, et le président Jovenel, lui, tout en tenant compte de cela, mais lui, il est un autre président avec une autre vision. Vous voyez, la relance agricole aujourd'hui constitue le principal objectif du président de la République, alors que pour le président Martelly, l'éducation, le PSUGO était, si vous voulez, le programme phare. Donc il y a tout cela et bien d'autres axes encore qu'on pourrait énumérer. Implicitement, vous dites qu'avec Jovenel Moïse comme président, nous n'aurons pas à nous perdre dans des consensus, dans des commissions, comme c'était le cas sous l'administration Martelly, qui voulait, selon certains, aller tout seul et au final, il a compris qu'il fallait composer avec. Moi, je crois qu'il faut tenir compte du contexte politique. Là, nous parlons, par exemple, d'une administration qui a une majorité au niveau du Parlement. Là, il y a un projet de loi. Dès le départ. Il y a un projet de loi rectificatif du budget, par exemple, qui est devant le Parlement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de palabres, que tout le monde n'est pas unanime. On ne fait pas toujours l'unanimité autour, mais fort de cette majorité au Parlement, eh bien, au niveau de la Chambre des députés, on a pu avoir ce vote et on espère que les honorables sénateurs iront dans le même sens. Tandis que pour le président Martelly, il y avait un blocage systématique au niveau du Parlement. Pas un seul budget n'a été ratifié, voté. Vous l'avez dit vous-même. Donc à partir de là, l'État ne pouvait pas rester figé, il fallait
avancé, mais dans le contexte actuel, et un président qui vous dit qu'il est éminemment institutionnel, et s'il trouve des accompagnateurs, des gens qui comprennent la nécessité aujourd'hui de sortir le pays de l'état dans lequel il se trouve, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas dans le sens du renforcement institutionnel, il n'y a pas de raison qu'il prenne des détours, autant aller vers les institutions et les renforcer. Gagner des gens qui présentaient Jovenel Moïse tant qu'on candidat qui en campagne toujours, à chaque fois il prend la parole, il y a une quantité de promesses qu'il fait, et avec un budget 118 qui peut-être va remonter à 121 milliards, il y a des gens qui peuvent avoir moyen pour toute promesse à réaliser. Et est-ce que, je dis, nous sommes en phase toujours de tâtonnement, ou bien nous gagnons un président qui a des visions claires, et les bagages, il connaît le café, et chaque salle dit, il a des moyens pour le faire. Et bon bagay pour nous faire ressortir tout le temps, pour tous les téléspectateurs et auditeurs Radio-Télé Métropole, c'est que, jeudi, on va parler de moyens pas gagnés. L'administration président Jovenel Moïse est obligée à adresser cette question 2800 employés, enseignants dans le secteur public, là, ils sont obligés de payer. C'est dans le budget, ça est obligé de dégager COB pour jouer moyens pour faire. Nous avons une diplomatie qui est malade, qui est gangrénée en termes de monde qui travaille là-dedans, personnel pléthorique. Pour quel résultat? Je dis c'est 4,5 millions de dollars par mois, avec pas moins de 3 mois de retard. Au ministère des Affaires sociales, avec pas moins de 5000 nouveaux contractuels. Il faut qu'ils soient adressés comme problème dans le contexte post-Mathieu et la caravane aujourd'hui qui devait démarrer, qui est en route. Donc, l'on tenu compte de tous les paramètres, il n'est pas étonnant que pas gagner en pile moyen. Et maintenant, nous parlons quand même de la fin de l'exercice fiscal et ça arrive dans 3 mois. Et nous ne pouvons pas borner quelqu'un président à reste exercice fiscal là. Pour reste exercice fiscal là, ça qu'a fait tu as fait, c'est ça qu'il faut grand pile critique, grand pile reproche par rapport à budget investissement gagné dans budget présenté à la jodian parce que en pile mon estimé que etc. mais écoutez, il y a des problèmes ponctuels faut que nous adresser. Si enseignants dans la rue, si dans le secteur textile n'a pas de solution bon solution prend l'organe grève au niveau du secteur de la santé etc. c'est des bagages qui pas qu'attendre l'organe moun yo mourir dans le Grand Sud, faut que aborder tout de suite sans perdre de temps. Là, il y avait des choix, mais rapides à faire. Mais pour le prochain exercice fiscal, aucun doute qu'à partir du budget qui sera déposé à partir du 30 juin prochain, eh bien, il y aura beaucoup plus de latitude pour que certaines promesses soient même arriver matérialisées. Si c'est dans le cadre caravane, pour permettre de tourner, on a parlé, on a dit que caravane, c'est tout d'abord une stratégie de développement. Ça nous l'a dit. Si je tape, si je retourner sur ça, le caravane sur la grange, par exemple, ce n'est pas seulement de l'eau qui gagne pour nous, ce n'est pas le canal qui irrigue, mais c'est plus de 125 familles qui aujourd'hui ont accès à l'électricité. C'est de l'eau potable qu'elle joint nous. Il y a un aspect ça dans la caravane, nous pas toujours mettre en relief, mais il faut tenir compte de yo et le président passé on côté il fait promesse ça yo il assurer que il y a moyen pour capable de réaliser. Très bien, très bien. Lucien Jura, et 4 porte-parole au niveau du Palais national. Je dis il y a 3 femmes ou même garçons comme Potomita en quelque sorte au Boucantou. Parmi 3 femmes, comment expliquer ça? 4 porte-parole de la présidence. Qui genre de tâche là répartie? Voilà la question. Tout d'abord, ça répond à une volonté de l'administration Moïse de permettre une plus grande ventilation de la communication gouvernementale. Moi-même, je dis que je fais toute l'administration président Martelly comme porte-parole et je me rends compte que quelque part, tu gagné, ça me capable de relayer, pas toujours gagner en possibilité pour que le message de la présidence y atterrit tout partout dans le pays. Je prends un cas de figure. Vous savez qu'il y a des shows très écoutés en week-end.
ça arrive souvent que Lucien Jura, sous Michel Martelly, te recevoir 3 invitations à 3 shows qu'a fait en même temps. Okay. Côté que vous gagnez des acteurs de tous horizons qui ne pas comprendre, qui viennent. Lucien Jura pas capable de dédoubler, il n'est pas capable. Le ça, sous Kemeyoun, l'autorité vide. Ça, c'est une. La présidence se veut offensive et défensive à la fois, c'est ça? La présidence se veut les plus voulait communiquer. Okay. Les plus voulait que moun yo connaît ça qui passe. Est-ce que vous avez concret? Une image footballistique, ça, offensive, défensive, oui, c'est pour vous parler un peu de l'opposition. Donc on est le poids de l'opposition à la radio, dans les médias. Donc mais l'opposition qui a quand même sa place dans le cadre d'un État démocratique, c'est de bonne guerre, parce que sans l'opposition, le pouvoir se croirait seul et pourrait s'arroger, s'adjuger des droits et qui étaient capables de mener le pays dans Tchouboum. Mais là maintenant, quand nous parlons des médias qui sont en région, messieurs, moi, j'ai fait l'expérience. Nous font tourner à travers la République sous Michel Joseph Martelly. Est-ce que vous savez, l'un est arrivé dans la province, dans le département, nous avons un rétroprojecteur, ou ensemble, tout journaliste été saisi. Il n'y a pas de jambe de compte ça qui a passé, non? Il n'y a pas de jambe de qui ça qui a passé. Journaliste qui n'a pas ça. Par contre, ça qui a passé dans la Tibonite. Je dis comme un zoom qui fait sous caravane. Tout le monde entendait parler de caravane. Mais souvent, qui ça a fait aujourd'hui dans le nord-est, dans le nord-ouest, qui ça a fait Jacques Mel, qui ça a yo pas connaît. Et c'est avec un grand étonnement que nous avons venu avec projection pour nous montrer le bâtiment public qu'a fait ou ensemble de réalisations un peu partout. C'est alors qu'ils ont compris que si Bola Kayo a gagné 3 œuvres majeures, ils ont dit que c'était 3 œuvres majeures seulement, mais qu'avec cette démarche, ils ont compris que c'était environ 100 à 150 œuvres majeures, mais que c'est Bola Kayo qui a gagné peut-être le moins d'investissement. Plus avec cette démarche, plus communication. Plus de communication pour permettre à la population de jouir de ce droit qui est celui de s'informer. Lucien Jura, au AVCT, crise là pratiquement il y a 2 mois, il y a des gens qui estiment que le président prend trop de temps pour réagir pour une institution qui est aussi importante que l'AVCT. Alors, pour le réagir jusqu'à présent, il n'y a pas encore de... Alors, avec la commission qui oui, il n'y a pas encore de résultat. Alors, dans un premier temps, il faut tenir compte de l'entame de la crise. Mon problème qui posait, c'était d'abord à la direction générale pour le résoudre. Le problème, c'est justement ce directeur général-là qui est le problème. C'est gardé, oui, c'est gardé, n'a gardé momentum, la durée. Dans un premier temps, il fallait laisser au directeur général le soin de résoudre le problème. Et c'est seulement quand l'administration en place s'est rendu compte, s'est rendu à l'évidence que la direction générale était dépassée, que lui-même, pas oublié, son démarche de renforcement institutionnel, pas jamais mettre de côté, c'est quitter le plus possible, renforcer tête. Mais là, elle rend compte que l'administration, enfin, que la direction générale là, dépassée, ça lui-même, il rentre en ligne de compte. Mais elle n'a pas qu'à faire n'importe comment tout. C'est les revendications des employés, leur dénonciation, etc. Mais où est la vérité? Peut-être que jusqu'au fond du puits, alors que le pouvoir n'est que sur le bord de la margelle, il lui fallait quelqu'un pour aller au fond du puits. Et c'est là que la commission a pris naissance, qui a été là-bas, qui a rencontré les acteurs, la direction générale, et qui est revenu avec son rapport qu'il a soumis aux autorités qui eux-mêmes, le président de la République l'a annoncé, ils ont pesé, ils ont sous-pesé, ils ont balancé, ils comprennent les dessous de la chose. Et au cours de cette semaine, je prends la responsabilité de le dire publiquement, pour reprendre le président de la République, une solution durable sera apportée au problème de l'OAVCT. Et... Parlant de l'OAVCT, il y a rumeur dans la rue, que nous ne pouvons pas citer là, mais est-ce que vous tombez dans le palais national? Si je ne sais pas qu'on est pas réagir. Des rumeurs de privatisation. Et même Métropole est déplacé à le faire un reportage au AVCT, gagné des protestataires, des employés protestataires qui étaient soulevés question. Et déjà, de manière virale sur les réseaux sociaux, il y a des petits messages, pardon, Là-dessus, je vous répondrai que ce n'est pas parce qu'une rumeur n'a pas de pied qu'elle ne circule pas. Et avec les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de transport, c'est un TGV pour la circulation, la libre circulation des rumeurs. Et qui mais ce qui est aujourd'hui, c'est que l'administration du président Jovenel Moïse promet une solution au problème de l'OAVCT cette semaine, et la solution viendra. Quand il y aurait une décision dans le sens qu'on saute aborder, ce n'est pas la rue, les réseaux sociaux c'est l'administration au plus haut niveau qui t'a informé le peuple haïtien.
Et qui le président a penché sur la crise qui gagne dans l'UEH là? On dit président, HUEH là, extrêmement sensible, M. Gao. Nous parlons de l'université. Mais Oui, nous parlons de l'institution. Il y a, dit président, c'est garant bonne marche institution. Écoutez, il y a le rectorat de l'université. Et je dis, c'est d'abord au rectorat d'adresser le problème. Il ne faut jamais faire fi des institutions. S'il n'y a pas de moyen du tout à ce qu'une solution puisse être trouvée, on pourra envisager des solutions secondaires ou tertiaires. Mais là, aujourd'hui, en premier ressort, c'est au rectorat de l'université qu'il convient, qu'il incombe de trouver la solution avec les autres acteurs. Voilà, ça sont un gros dossier que Luc a abordé avant, là, qui a fait objet d'une grande émission. Mais permettez-moi de poser une question, ça, Lucien Jura. Qui place Université l'État à gagner sous bureau en président de la République, par exemple? Et je dis qu'on ne se méprenne pas. Le pays que nous voulons construire, c'est à travers les institutions et notamment l'université que nous devons passer. Et avec l'HUEH, problème qui posait depuis des décennies, c'est que s'il est vrai que alors, dans le budget, avec l'UEH, pardon, s'il est vrai que au niveau du budget, on peut faire tout ce qu'on peut dans les limites des ressources disponibles, mais en ce qui a trait au fonctionnement de l'université en tant que telle, le pouvoir n'a pas le droit d'interférer. Et là, il y a un rectorat de l'université, et depuis la chute des Duvalier, depuis 1986, on constate que les mutations sociales en cours, il n'y a pas épargné l'université, et c'est un problème extrêmement difficile, crucial aujourd'hui, quand on sait que c'est l'université qui doit pourvoir la société des ressources nécessaires pour son développement et son épanouissement demain. Cela veut dire que quand il y a problème à ce niveau, ça va répercuter sur l'ensemble du corps social. Mais maintenant, entre pourvoir l'université des moyens matériels pour son fonctionnement et rentrer Jean-Ocondi dans 5,50 m, c'est deux bagailles différents. On a vu tout ce que ça a provoqué comme crise récemment, ne serait-ce que pour arriver à des élections au niveau de l'université d'État, comme pas mal d'entités de la société aujourd'hui. La crise est là, elle est patente, et nous ne pensons pas que c'est au pouvoir central qu'il revient uniquement d'aborder ce problème. C'est un problème qui mérite plusieurs pistes de réflexion. Malheureusement, ce n'est pas sur ce plateau que je vais pouvoir vous apporter la réponse souhaitée, peut-être. Lucien Jura, nous pourrons finir, il faut que nous fassions ça. Jovenel Moïse, le président, et c'est un peu, bon, on va dire c'est grâce à ça, mais c'est un peu grâce à le fameux slogan « Nek Banana ». Il était porté en pile, et nous avons dans le nord-est, jardin entre l'avri, banane qui figue tombé, etc. Mais depuis quelque temps, en pile constat fait, côté banane. Bon. Bananio. Côté bananio. Premier, ça m'a dit, c'est peut-être pas mon qui est bien placé pour répondre à la question. Parce que nous avons parlé d'une institution créée à Agritrans. On connaît effectivement que le président Jovenel Moïse était dans, comment dit-on encore, conseil d'administration, mais depuis que les filles embarquées dans la course électorale, là, on connaît était obligé de partir de conseil là. Personnellement, je n'ai jamais été sur ces plantations. J'ai ouï dire que, en pile, le monde dit en pile bagaille. Il y a des gens qui disent par implantation banane, il y a des gens qui disent que c'est parce que tout le monde qui fait agriculture connaît que tu as un temps, les besoins pour le reposer, que si tu vas dans la période de repos, tu es là, moi, je n'ai pas été sur place. Je n'ai pas été sur place. Parce que l'attitude qui est plus bon pour Métropole Journée, je veux dire, c'est pour l'adresser là, il y a un monde qui est dans le conseil d'administration Agritrans. Mais ça, c'est certain, c'est que moi, j'ai vu les images, Jovenel Moïse qui porte au candidat, moi, ouais, banane. Non, nous en Allemagne. Alors, alors, cette question, Lucien, c'est parce qu'en pile monde, tu as attribué échec, si échec gagnant, échec Agritrans ou échec initiative banane en potentiel d'échec président, parce que c'était ça qui était quand même, qui était supporté, Jovenel, comme on était réussi dans le domaine ça.
Et si le projet à venu a échoué, il y a des gens qui pensent c'est un Une précision que je vais porter là, pour tout auditeur, téléspectateur métropole. Le président Jovenel Moïse est venu réputé nèg banane parce que lui-même, lui, a un business, enfin, il y a un business qui c'est banane en particulier, et c'est un projet révolutionnaire, tout le monde a une balle, et peut-être là. Mais d'abord, et avant tout, ce qu'il faut retenir, c'est que le président de la République a bâti sa campagne, non sous projet banane, mais sur la relance agricole. Il te dit, je dis, il croit qu'il y a 4 axes majeurs qui sont même capables de permettre au pays d'Haïti d'écouler. C'est construction bâtiment, c'est tourisme, c'est secteur service là, et puis bien entendu l'agriculture. La preuve, le président de la République devenu, ce n'est pas dans le nord-est et dans le nord-ouest, ou encore à Kaelale pour le développer banane, ou c'est dans l'Artibonite, et puis c'est le riz. En d'autres termes, ce qui constitue aujourd'hui la priorité pour le président de la République, c'est la relance agricole, ce n'est pas banane proprement dit qui lui-même constitue principal champ côté il fait business sur grande échelle et que tout le monde reconnaît et salue comme une plus grosse révolution dans le domaine agricole dans le pays. Lucien Jura, c'est un plaisir de vous avoir ce matin. Le plaisir était mien, comme d'habitude, et je réitère la totale, mais vraiment la plus totale disponibilité de la présidence à travers moi-même ou à travers les autres membres du porte-parole là pour faire le point à chaque fois que vous le jugerez nécessaire. Merci et j'espère que ce passage chez vous à votre émission aura permis à ceux-là qui n'avaient pas trop bien compris certaines facettes de l'administration Moïse. Nous espérons que cela pourra leur permettre de mieux comprendre. Et puis, on est là. Le président de la République est à pied d'œuvre. Il est de retour au pays et aujourd'hui, il sera au bureau pour continuer à vaquer à ses occupations, bien sûr, dans l'intérêt de la collectivité. Merci Lucien. Merci Georges. Merci Luckner, merci Lucien Jura et merci aux télé-auditeurs de Métropole. C'est la fin de l'édition de Le Point ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée. Bonne semaine avec nous sur Métropole. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.